Voilà, je crois que l'enregistrement est parti et je donne donc, je te pique pas ton rôle, hein, Mathieu, c'est juste qu'on nous a demandé de toujours commencer les petites vidéos par un petit message qui dit que c'est donc Lionel qui va prendre la parole pour cette nouvelle présentation et qui a aimablement accepté que sa conférence soit enregistrée et mise à disposition du public ensuite. Voilà, je vous laisse la parole, je me tais. Parfait, merci. Donc, bon, je suis désolé d'être arrivé un petit peu après le début de la session et puis je suis désolé, il faudrait que je vous quitte peu de temps après puisque j'ai encore des enseignements à assurer. Donc voilà, bon, j'ai été très intéressé de voir la présentation de Mathieu et du coup, bon, il y a certains aspects sur lesquels on se rejoint un petit peu et sur lesquels on a des choses qui sont un peu en commun. Alors du coup, donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une partie d'un projet de recherche formation qui a été financé au niveau de l'université Clermont-Auvergne pour la conception donc de ressources de formation en ligne basées essentiellement sur la vidéo 360 degrés. La partie que je vais vous présenter aujourd'hui concerne plus spécifiquement l'articulation, la problématique d'articuler les stages et la formation universitaire pré-professionnelle des enseignants appuyée à l'aide de la vidéo 360. Donc le contexte, bon, le contexte lié à la pandémie actuelle et au confinement qui a eu lieu donc, au printemps dernier a amené donc, un certain nombre de changements dans les modalités d'enseignement, de formation et qui a amené donc 70% de la population mondiale à ne pouvoir physiquement fréquenter les écoles et les universités. Ça s'est accompagné par une transformation, une prescription à passer à l'e-learning. Et donc, pour les formateurs, la recherche d'outils, de moyens, de nouvelles façons d'enseigner en ligne pour pouvoir donc délivrer des contenus au départ théoriques. Mais la problématique qui était forte, c'était comment réaliser des stages dans cette période de pandémie, donc il n'y avait pas de stage possible, et du coup, comment on pouvait essayer d'envisager d'améliorer, de réaliser la formation pré-professionnelle, d'envisager donc des stages qui sont les moments clés dans le développement et l'acquisition des gestes et des pratiques professionnelles, sans pouvoir avoir accès au lieu de stage. Alors, spontanément, la vidéo est apparue comme un élément qui était important. C'est déjà, la vidéo est déjà largement utilisée. Mais du coup, nous, dans le cadre de notre projet, on a décidé d'accélérer, d'insister un petit peu plus sur l'usage et le recours à la vidéo 360 degrés en ligne. Alors, tout à l'heure, Mathieu a pu évoquer l'usage de vidéo 360 degrés avec les casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est un aspect que nous, dans le cadre de notre projet, a été envisagé et a été développé. Mais du coup, rien n'avait été anticipé pour l'usage de ce type de vidéo en ligne. Et donc, c'est un petit peu le sujet et le cœur de l'étude aujourd'hui. Donc, dans le cadre de la formation des enseignants, depuis quelques années, il y a un développement de l'utilisation de la vidéo à 360 degrés. Il y a des études qui sont développées depuis 4-5 ans à peu près, qui ont montré différents usages, différents intérêts. Nous, on se situe dans le champ de l'éducation physique et donc on avait pu montrer dans une étude précédente que finalement, l'usage de la vidéo 360 n'était pas réellement développé dans le cadre de la formation des enseignants d'EPS. Et donc, dans le cadre d'un contexte empêché, donc le contexte de la pandémie actuelle, mais aussi, par exemple, et ça, c'est des choses qui je pense, intéressent et peuvent intéresser donc Mathieu et Florian, en cas d'éloignement géographique aussi, la vidéo 360 peut présenter un intérêt parce qu'elle peut permettre d'accéder un petit peu virtuellement au lieu de stage, à des classes et finalement de vivre des expériences virtuelles personnelles en classe sans pour autant accéder à la classe. C'est-à-dire que on peut accéder à des situations de classe et pouvoir les explorer sans nécessairement pouvoir y être présent. Donc, c'est un des intérêts pour nous de la vidéo 360 degrés. Donc, un point important pour nous, c'est que dans la littérature, il y a encore beaucoup de confusion, aussi bien dans la littérature francophone qu'anglo-saxonne, entre la vidéo 360 degrés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, nous, on est vraiment sur de la vidéo 360, c'est-à-dire qu'on produit des contenus dans lesquels l'individu peut se déplacer, peut s'orienter, peut tourner, mais il ne peut pas interagir. Deuxième chose, c'est que la vidéo 360, c'est un contenu qui est réel,
D'accord? Et ce n'est pas quelque chose qui est reconstruit informatiquement comme de la réalité virtuelle, ou encore donc quelque chose dans lequel on va insérer des informations supplémentaires, comme dans le cas de la réalité augmentée. On est vraiment sur des vidéos qui sont tournées en contexte réel, de véritables vidéos qu'on peut explorer, mais qui du coup offrent une forte authenticité des situations visionnées, ce qui peut être intéressant pour les étudiants. Donc, depuis 5 ans environ, beaucoup d'études se sont développées sur l'usage de la vidéo 360. À travers une revue de littérature qu'on est en train de finaliser, on a pu identifier différents types d'usage de la vidéo 360 degrés en formation des enseignants, que ce soit l'usage sur ordinateur portable, avec des casques RV, avec smartphone ou encore en ligne, et dans différents champs disciplinaires, aussi bien en mathématiques, en éducation physique, dans l'enseignement des langues ou encore dans l'enseignement des sciences ou encore de l'économie. Donc, il peut y avoir on a pu identifier différents objectifs de l'usage de la vidéo 360 dans la formation des enseignants. Rapidement, par exemple, pour préparer les stages, c'est-à-dire en amont des stages, nous, notre intervention, elle ne se situe pas là, elle se situe dans l'accompagnement des stages et pas dans la préparation en amont. Autre aspect, développer la vision professionnelle ou encore une activité réflexive sur les situations de classe, ce qui rejoindrait donc un petit peu le projet développé par Mathieu et Florian, ou encore donc soutenir l'apprentissage professionnel pendant la formation initiale. Donc c'est un petit peu l'objet de la présentation du jour. Donc la recherche s'inscrit dans un projet plus large qui a été financé au niveau de l'ICID de Clermont-Ferrand. Donc le but était de concevoir des ressources en ligne basées sur la vidéo à 360 degrés. Donc on a à peu près 120 capsules vidéo à l'heure actuelle. Et le but était de développer l'activité réflexive dans sur les situations professionnelles en vue de préparer au mieux les étudiants à rencontrer ces situations professionnelles, mais aussi donc à commencer à réfléchir, à envisager les gestes professionnels à déployer dans ces situations. Donc, il y a 3 domaines dans lesquels le projet s'est développé: la formation des enseignants, d'EPS, la formation des entraîneurs pour les clubs, et enfin la formation des arbitres, donc, qui est un enseignement spécifique qui a lieu dans notre université. Alors par rapport à ça, hein, du coup, bon, Mathieu l'a évoqué rapidement sur les aspects techniques. Du coup, nous, on a été confrontés à d'autres aspects techniques, notamment sur la formation des arbitres, où par exemple, il a fallu trouver un moyen donc de faire porter une caméra 360 à un arbitre sur des situations de match. Donc on a développé on va dire des technologies, des techniques pour arriver à réaliser ces captations. Bon, je passe rapidement, mais au niveau de la formation initiale des enseignants en France, en gros, il y a 2 grands domaines, hein, les enseignements plutôt théoriques, pédagogie, contrôle moteur et apprentissage en éducation physique, et des enseignements plutôt professionnels qui sont basés sur les stages et sur des cours qui ont pour but d'aider les enseignants en formation à analyser leur propre enseignement ou encore l'enseignement d'autres enseignants pour mener une réflexion sur les gestes professionnels mis en œuvre et à mettre en œuvre. Donc, notre dispositif, il a été réalisé avec 20 enseignants en formation initiale pendant un cours sur un semestre. Donc, ce cours, habituellement, se déroule sur une alternance de période de stage et période d'enseignement à l'université. Évidemment, il n'a pas été possible de réaliser des stages, donc on a uniquement réalisé donc, un travail sur des cours en ligne à base de vidéos 360 degrés qui avaient été constituées dans la plateforme Formation 360. Lors de chaque TD en ligne, lors de chaque cours en ligne, il y avait 3 consignes de visionnage qui étaient données aux étudiants. Un, c'était de visionner la vidéo sans consigne de départ. Un deuxième temps où il fallait visionner la vidéo en se focalisant sur l'activité de l'enseignant. Et enfin, se focaliser sur l'activité des élèves. Donc la vidéo était d'une durée de 9 minutes 24 et 6 étudiants ont été volontaires donc, sur le groupe pour participer à un entretien d'autoconfrontation et à remplir un questionnaire en ligne. Donc pour nous, la question de recherche était de savoir quel était le rôle de l'utilisation des vidéos à 360 degrés en tant qu'artefact cognitif et quel était le potentiel formateur de l'usage de ces vidéos pour comprendre des situations d'enseignement visionnées et en fait in fine, apprendre à enseigner l'éducation physique à travers la réflexion qui était menée sur la mise en œuvre des gestes professionnels visionnés.
Donc, notre cadre théorique s'inscrit dans le programme de recherche du cours d'action de Theroux en anthropologie cognitive et est basé sur 2 hypothèses, l'hypothèse de l'action située et de la cognition située. Et donc, dans notre approche, l'analyse de l'action se fait tout le temps dans son contexte, in situ. Donc, ça veut dire que dans notre cas, il y avait un enregistrement qui était réalisé en ligne du cours qui était réalisé pour ensuite constituer un support d'autoconfrontation et en même temps rendre compte de l'activité déployée par les étudiants en ligne. Deuxième élément, c'est l'analyse de la cognition en contexte, c'est-à-dire à partir des données d'entretien d'autoconfrontation, essayer d'accéder aux préoccupations, aux perceptions, aux émotions, aux connaissances mobilisées et construites par l'étudiant in situ. Le but est bien, en fait, ici, dans notre approche, d'envisager les ressources comme des artefacts, c'est-à-dire des outils qui vont faciliter certaines opérations cognitives, faciliter la construction du sens de certaines situations. Donc, la méthodologie a été basée, je vous l'ai dit, sur 2 types de données. Une méthodologie qualitative avec des entretiens d'autoconfrontation. Donc, vous voyez, en fait, l'entretien d'autoconfrontation réalisé à distance, dans le contexte de pandémie, réalisé à distance, donc avec un enregistrement, et des questionnaires en ligne sur certains aspects liés à l'usage de cette vidéo-là. Alors, je ne détaille pas tous les aspects, mais on a utilisé un certain nombre de données. Par exemple, on a aussi des données sur l'usage comparatif du visionnement d'une vidéo 360 degrés avec une vidéo type plan large sur la même situation de classe, par exemple. Donc, on a pu dégager 2 types de résultats principaux. Alors, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, mais je n'ai pas lancé le chrono. On a 2 types de résultats qui ont pu être dégagés. Le premier, il est relatif… Tu posais la question, il te reste 10 minutes. Ah ouais, d'accord, donc je suis large. Donc, 2 points de résultats qui ont pu être mis en avant. Le premier, il est relatif au fait que les enseignants en formation initiale, bien qu'étant en ligne et en visionnant pas la vidéo via un casque de réalité virtuelle, ont vécu la situation comme étant une situation d'expérience d'immersion substitutive, c'est-à-dire qu'ils ont vécu la situation comme étant finalement en situation d'intervention et les amenant à oublier un petit peu que finalement ils visionnaient une vidéo et ils n'étaient pas en situation d'intervention en classe. Deuxième aspect, c'est qu'on a pu identifier différents types d'utilisation de la vidéo en fonction de l'objet d'observation, de la consigne qui était donnée au départ, soit centrée sur l'activité de l'enseignant, soit centrée sur l'activité des élèves. Donc, premier point de résultat relatif à l'expérience immersive substitutive, c'est-à-dire que là, les étudiants se sont sentis immergés, pris dans la situation, comme si réellement ils étaient en classe finalement. Et cette activité, cette expérience qu'ils ont pu vivre, les a conduits à vivre des situations dilématiques proches de celles de situations rencontrées sur le terrain. Finalement, ils étaient dans la situation d'observer la situation de classe et la question qui était la leur, c'était finalement comment je fais pour regarder un élève et en même temps regarder toute la classe. Et donc, ça se caractérisait dans la situation de visionnement où l'étudiant, en fait, tournait dans la vidéo et ne s'arrêtait très peu de temps que sur certaines situations. Donc, il avait une activité où il explorait, où il essayait de tout voir, tout contrôler, parce que pour lui, il voulait essayer de voir tout le monde, de gérer la classe, et on est dans des préoccupations, on va dire, typiques d'enseignants débutants, liées à la volonté de pouvoir gérer la classe, manager l'ensemble de la classe. Et ils étaient pris dans le dilemme, est-ce que je passe du temps sur un groupe d'élèves et je les observe dans le détail, ou alors il faut que je regarde tout ce qui se passe. Et donc, par rapport à ce que disait Florian tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que Florian soulignait l'intérêt de pouvoir s'arrêter dans une vidéo pour noter quelque chose et l'observer. Et là, en fait, les étudiants avaient cette possibilité-là, mais ils étaient tellement pris dans la situation de classe qu'à aucun moment, ils ont arrêté la vidéo pour revenir en arrière, changer d'angle et observer quelque chose. C'est-à-dire leur engagement perceptif était dans la situation, comme si eux, ils vivaient réellement la situation et qu'ils étaient avec l'enseignant. Donc, par exemple, dans les entretiens, à certains moments, il y a des étudiants qui soulignent « Ah oui, c'est vrai, il y a l'enseignant qui est dans la classe », parce que c'est quelque chose qu'ils ont totalement oublié.
Donc du coup, le dilemme qui est vécu entre superviser et gérer toute la classe, c'est quelque chose qui pour nous sera intéressant à exploiter parce que c'est quelque chose qui se retrouve dans les situations réelles de classe. Alors ça s'explique aussi, je ne l'ai pas souligné, hein, par rapport à la captation vidéo, c'est que nous, on a fait le choix d'utiliser une vidéo 360 degrés sans captation de son sur l'enseignant. On fonctionne avec le son ambiant, ce qui fait que ça ne focalise pas l'attention aussi sur l'activité de l'enseignant de prime abord. Deuxième aspect, c'est que dans l'activité des étudiants, ils essaient de tout explorer et de vérifier si les élèves sont actifs, si réellement ils effectuent l'exercice demandé. Ils essaient de voir quelle est l'atmosphère de la classe, le climat, le travail entre les élèves. Et du coup, l'aspect justement, je le disais tout à l'heure, lié au son est pour eux une indication importante. C'est-à-dire que le bruit peut être un indicateur pour eux pour orienter leur observation, tout comme ce sera le cas en situation concrète, réelle, c'est-à-dire qu'un volume sonore plus élevé d'un côté va amener les étudiants à se focaliser sur cet aspect-là. Deuxième point de résultat, il est relatif au type d'usage en fonction de la consigne. Donc, il y avait 3 consignes. La première était un visionnement libre. Les 2 types de consignes par la suite ont été de faire en sorte que les étudiants observent j'ai fait une erreur sur la consigne, observer l'activité de l'enseignant, puis ensuite observer l'activité des élèves. Alors, sur le premier temps d'usage, finalement, les étudiants, ils tournent rapidement dans la vidéo, ils explorent l'ensemble de la situation et en termes d'usage, ils n'ont pas du tout utilisé, on va dire, le bouton dédié à l'usage de la vidéo 360. Ils se sont centrés sur le fait de tourner rapidement avec la souris. Pour eux, cet usage, il s'est fait en fait parce que ça leur permettait de tourner beaucoup plus rapidement et du coup, ça répondait à leurs préoccupations qui étaient de pouvoir explorer toute la situation, voir tout ce qui se passait rapidement dans la situation. Par rapport à la seconde consigne, pardon, qui était plus centrée sur l'observation de l'activité des élèves, en amont de la situation, on avait présenté aux étudiants la possibilité de zoomer dans la situation, dans la vidéo. Cette fonction n'a pas été utilisée lors de la première consigne, mais on a pu observer un usage de cette fonction de zoom dans la vidéo pour pouvoir observer en détail l'activité des groupes, aussi bien en termes de relations sociales entre les élèves que du point de vue du positionnement corporel et des règles de sécurité. Donc du coup, l'outil a été utilisé différemment en fonction de la consigne qui a été donnée de départ. L'autre aspect qui a été intéressant pour nous, c'est que à travers cette exploration que les étudiants ont menée, c'est qu'ils ont cherché à se construire des catégories ou un répertoire d'erreurs typiques commises par les élèves. C'est-à-dire qu'ils essaient de voir quels sont les différents types d'erreurs que les élèves ont pu produire in situ lors de la réalisation de l'exercice. Donc cet aspect-là a pu être intéressant parce que pour nous, envisager de catégoriser les erreurs motrices des élèves dans une situation qu'ils visionnent eux-mêmes prend un autre sens pour eux que l'apport théorique de l'enseignant que l'enseignant universitaire sur les différentes catégories d'erreurs pouvant être commises. Donc, en point de discussion relatif à cette étude, c'est que certaines études ont commencé à montrer l'utilisation de la vidéo 360 degrés en ligne comme un moyen de fournir des expériences virtuelles de classe, donc notamment les travaux de Zolfagari donc de 2020. Mais ces travaux-là ne prenaient pas appui, n'étaient pas articulés avec l'expérience vécue dans les stages. Donc du coup, cet aspect nous semble intéressant à explorer à l'avenir, c'est-à-dire d'utiliser le potentiel formateur de la vidéo 360 degrés pour être un outil d'accompagnement des stages en ligne, mais aussi en présentiel. Ça, c'est déjà un usage qu'on a commencé à développer. Donc pour conclure, la vidéo 360 actuellement est un outil qui commence à être utilisé de plus en plus dans la formation des enseignants. On identifie des usages en présentiel, mais aussi les usages en ligne commencent à se répandre, notamment en raison du contexte actuel. Et je pense qu'il serait intéressant à l'avenir d'envisager de façon plus conséquente un usage de la vidéo 360 degrés
en ligne pour accompagner la réflexivité, mais aussi donc pour permettre aux étudiants de vivre en amont des stages, des expériences qui peuvent être similaires à celles qui seront vécues dans des réelles situations de stage, comme par exemple les activités, enfin les expériences type de dilemme qui sont vécues dans la situation, ou encore la capacité à observer, identifier et catégoriser des erreurs motrices produites par les élèves in situ. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Merci.